pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous traversons depuis maintenant 10 mois un scénario digne d'un film de science-fiction. En mars dernier, il a fallu préserver la santé de nos concitoyens, c'était nécessaire, mais nous ressentons aujourd'hui les conséquences de ce choix, même si nous ne pouvons encore en mesurer toute l'ampleur à la fois en termes humains, mais aussi sociale, économique ou budgétaire. Parce que la pandémie est malheureusement loin d'être terminée, bien qu'au contraire. Nous avons fait le choix du confinement à 2 reprises pour sauver des vies, je le répète. Des mesures budgétaires ont été prises pour financer l'urgence sanitaire et compenser les pertes brutales de revenus et de chiffre d'affaires. Beaucoup a été fait lors de la première vague, mais malheureusement, beaucoup de nos compatriotes les plus fragiles sont cruellement atteints par ce deuxième confinement et se demandent s'ils vont pouvoir en surmonter le coût. Afin d'en contrecarrer les effets, le projet de loi des finances pour 2021 s'inscrit dans la continuité des mesures d'urgence entérimées par les 4 projets de loi de finances rectificatives successifs, sans oublier le plan de relance inscrit dans le budget général pour 2021, comme mission à part entière pour un montant de 36,4 milliards d'euros en autorisations d'engagement. Alors que la sortie du premier confinement durant l'été avait apporté une dynamique de reprise et que les analyses prospectives qui nous ont été présentées en commission des finances laissaient entrevoir un rétablissement budgétaire, le deuxième épisode de confinement nous oblige à revoir à la baisse nos hypothèses de rebond. La pandémie est venue bouleverser intégralement toutes les prévisions et la discussion budgétaire en porte les stigmates. La situation économique et financière de notre pays s'est dégradée avec cette crise sanitaire, mais la loi de finances pour 2021, si elle répond à l'urgence et à la situation conjoncturelle, n'amorce aucun changement de direction par rapport à la situation de l'avant-crise. Les crédits des missions les plus significatives restent les missions de l'enseignement scolaire, avec 54,9 milliards d'euros, soit une progression de 1,4 milliard d'euros. La mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances pour 26 milliards. La cohésion des territoires pour 16,9 milliards et le plan de relance pour 22 milliards. La mission Justice progresse également avec 8,2 milliards et une hausse notable de 1 359 emplois équivalents en temps supplémentaire. Les mesures du volet Ségur de la santé atteignent 8,8 milliards et la réaffectation de la CSG à la branche dépendance 2,3 milliards d'euros. Je rappelle que les projets de loi d'urgence ont permis de pallier les conséquences sociales de la crise sanitaire, même si le coût de la dette qui en découle demeure une inquiétude. Ainsi, le remboursement des 10 milliards d'euros apportés par l'Union européenne pourrait représenter des annuités de l'ordre de 2,5 milliards à partir de 2028. Mais revenons aux mesures budgétaires en tant que telles. La baisse annoncée de 10 milliards d'euros des impôts de production des entreprises est maintenue, avec pour objectif affiché la souveraineté et la relocalisation des emplois industriels. L'article 3 prévoit la baisse des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et un ajustement de la contribution économique territoriale pour cet impôt qui, rappelons-le, s'élève en France à 77 milliards d'euros, soit le double de la moyenne européenne. Cet article supprime la part régionale de la CVAE, qui représente 50% du total, et substitue une fraction supplémentaire de TVA, et le plafond de la CET passe de 3 à 2%. Avec moi, les membres du groupe RDSE regrettent qu'aucune réelle contrepartie sociale et écologique ne soit demandée. Nous redoutons que cette mesure ne favorise que les grandes entreprises, alors que ce sont véritablement les plus petites d'entre elles qui sont en danger, car elles sont davantage pénalisées par ce deuxième confinement. Elles représentent pourtant un gisement d'emplois non délocalisables, précieux pour maintenir la vie et le lien social au cœur de nos territoires. Déjà, de très nombreux artisans, commerçants, prestataires de services estiment qu'ils ne seront pas en mesure de rembourser les prêts garantis par l'État.
Leur survie est compromise, à l'image du secteur de la culture, du tourisme, des loisirs, des festivals, de la restauration, des services à la personne, pour ne citer que quelques exemples. Et la plupart se demandent comment ils seront en mesure de payer à l'avenir l'échéancier des cotisations URSSAF qui n'ont pas été annulées durant ce confinement, mais simplement reportées. Malgré les 4 milliards d'euros consacrés à l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes et les 5 milliards prévus pour le volet cohésion pour la sauvegarde de l'emploi, le chômage partiel ou la formation, nous craignons que les plus fragiles paient le prix fort des conséquences de ce deuxième confinement. Autre lacune de ce budget pour 2021, l'insuffisance des moyens accordés aux collectivités territoriales, non seulement pour faire face aux surcoûts consécutifs à la gestion de la crise sanitaire, mais aussi pour tenir une place prépondérante dans la relance économique. À travers les aides à la reprise des investissements, elles auraient pu jouer un rôle de moteur, un rôle de levier pour contribuer à la relance économique en assurant le maintien des investissements et de la commande publique. La loi des finances ne tient pas ses promesses en la matière et le compte n'y est pas pour les collectivités territoriales. Néanmoins, nous ne pouvons que saluer un certain nombre de mesures en discussion, comme par exemple l'article 2 qui lève les gages de la loi des finances rectificative pour 2020 ou encore l'article 3 bis prorogeant les dispositions de soutien à la presse écrite jusqu'à fin 2023. Les articles 3 et 4 prévoient l'élargissement du champ de déduction pour épargne de précaution aux aquaculteurs, aux centres équestres, autant de mesures qui seront utiles concrètement, tout comme celles en faveur des entreprises du secteur du théâtre ou du spectacle. En ce qui concerne les ressources affectées, l'article 22 fixe le montant de la DGF et des variables d'ajustement. Le montant de la DGF stagne, 26,76 milliards d'euros en 2021, 26,85 milliards d'euros en 2020. Une légère baisse, mais il convient de ne pas perdre de vue qu'elle s'est levée il y a 10 ans à près de 40 milliards d'euros. La DGF représente 62% de l'ensemble des prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. En tout, on arrive à 43 milliards, mais en comptant le remboursement de la TVA, le FCTVA, ou les 2,91 milliards pour la dotation de compensation de la réforme de la TP, et 3,74 milliards pour les équipements scolaires, l'exonération d'impôts et le soutien exceptionnel au bloc communal. Je salue également, Monsieur le ministre, la revalorisation des dotations de solidarité, DSR et DSU, pour 90 millions d'euros chacune, même si j'aurais souhaité pour ma part qu'un effort plus substantiel soit accordé aux communes rurales, la dotation de solidarité rurale par habitant étant bien inférieure à la dotation de solidarité urbaine. C'est une évidence, la discussion de la première partie du projet de loi de finances 2021 se caractérise principalement par une très forte inquiétude. Selon les différentes hypothèses retenues concernant la situation sanitaire ou encore la durée ou la sévérité du confinement effectif, les prévisions de croissance restent et demeurent fragiles. La prévision du solde effectif est de moins 6,7% du PIB, avec un déficit structurel qui représenterait plus de la moitié du total à 3,6 contre 1,2 en 2020 et 2,2 en 2019, une prévision jugée atteignable par le Haut Conseil des finances publiques. La perte d'activité de novembre serait moindre que celle du printemps, 12% au lieu de 30% au mois d'avril. Selon les données de la Banque de France, elle serait modérée que celle redoutée dans le secteur de la construction, par exemple, où on annonce moins 8 contre moins 65 en avril, ou encore les services marchands, moins 17 contre moins 27 au printemps. En revanche, pour les commerces de gros et de détail, la restauration, l'hébergement, une baisse d'activité de 40% suite à celle de 46% en avril. Dans ces conditions, le déficit public devra atteindre 1% du PIB pour un endettement de 119,8%. Et nous devons tabler sur des prévisions de croissance prudentes à l'issue du reconfinement. En conclusion, nous pouvons affirmer que pour 2021, l'État se finance autant par l'endettement que par l'impôt. Mais ici, chacun sait bien que les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Conscient que notre pays s'inscrit dans un effort financier somme toute plus faible que celui déployé par nos voisins européens,
le groupe RDSE sera très soucieux, au cours de la discussion budgétaire, de maintenir la dynamique de nos territoires et la solidarité envers les plus fragiles de nos concitoyens, dans un souci d'équité. Je vous remercie.